Stabilité politique, baisse de l'immigration, confiance des investisseurs. Après 3 ans à la tête de l'Italie, Giorgia Meloni semble avoir réussi à faire taire les critiques qui fusaient avant son arrivée. On en aurait presque oublié les racines néo-fascistes de son parti. Des cercles économiques à Ursula von der Leyen, en passant évidemment par l'extrême droite française, la dirigeante italienne semble séduire toute l'Europe. Mais que cachent ces résultats ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Le vrai bilan de Meloni, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, la fin de l'homme malade de l'Europe. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. 8 septembre, François Bayrou perd le vote de confiance à l'Assemblée nationale, le gouvernement tombe. Le lendemain, les marchés réagissent. Les taux auxquels la France emprunte augmentent. La courbe croise alors celle de l'Italie, qui peut donc emprunter moins cher que nous désormais. Le 12 septembre, l'agence de notation Fitch marque son manque de confiance face à la situation budgétaire et politique de la France. La note passe de A+, à AA-. Le 20 septembre, l'Italie, elle, voit sa note augmenter. Même si elle reste à BBB+, en dessous de celle de la France, ce relèvement est un symbole. Un enchaînement d'événements qui illustre le virage économique pris par l'Italie. Désormais, notre voisin affiche la santé de ses comptes publics, pendant qu'en Europe, les regards inquiets se tournent vers Paris. Un changement que certains attribuent à la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Grande gagnante des législatives de 2022, avec son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, elle s'en est elle-même réjouie cet été. Et aujourd'hui, je suis fière que l'Italie soit perçue ainsi au niveau international. Qu'elle ne soit plus considérée comme le grand malade de l'Europe, mais plutôt comme un modèle de stabilité et de sérieux gouvernemental. À tel point que les investisseurs internationaux nous considèrent comme une nation sûre, au point que les taux d'intérêt que nous payons sur notre dette sont désormais alignés sur ceux pratiqués dans un pays comme la France. Mais son bilan économique est-il si impressionnant que la France doive s'en inspirer ? Dans cet épisode, on sort les livres de comptes italiens et on examine toutes les lignes. Avant de parler d'économie, je pense que quelques rappels sont utiles. La Loupe avait consacré, il y a tout juste 3 ans, 2 grands épisodes à l'ascension de Giorgia Meloni. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les dernières 50 ans. Vous venez d'entendre une jeune Giorgia Meloni de 19 ans en 1996 à la télé française. Elle est donc engagée en politique depuis longtemps, députée à 29 ans, ministre des politiques juvéniles à 31, puis elle fonde son parti en 2013. Voilà ce qu'une de nos journalistes en disait à l'automne 2022. C'est compliqué pour des Français de réussir à situer exactement Fratelli d'Italia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est héritier de plusieurs autres partis construits sur les ruines du fascisme. Et Giorgia Meloni, elle a réussi une alliance assez inédite qui est à la fois de séduire cette partie de l'électorat historique, on va dire, de ces formations, en régulièrement faisant des clins d'œil ou en entretenant une ambiguïté assez habile par rapport à ceux qui pouvaient être nostalgiques d'une certaine partie du régime de Mussolini, et en même temps en incarnant une droite conservatrice moderne, en appelant au bon sens, au pragmatisme. Meloni est désormais à la tête de l'Italie depuis 3 ans, et c'est donc principalement sur le volet économique qu'elle assure que son bilan est excellent. Pour décrypter cela, j'ai fait appel à 2 journalistes du service économie de l'Express, Muriel Breyman et Thibaut Marotte. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Dans cet épisode, on va donner pas mal de chiffres et je vous propose de commencer par regarder dans un premier temps les données avant l'arrivée de Giorgia Meloni. Quels indicateurs économiques sont donc importants à observer ? Alors pour commencer, il y a la dette. Elle était à un niveau record en 2020 à 155% du PIB, une dette qui menaçait d'exploser. Ça s'accompagnait d'une instabilité politique, de changement de gouvernement, pas de quoi rassurer les marchés. Résultat, tu parlais en introduction du taux d'emprunt, fin 2011, au moment de la crise dite des dettes souveraines de la zone euro, qui a concerné l'Italie, la Grèce et d'autres pays. Le taux a approché des 7%. Fin 2023 encore, il évoluait autour de 4,8%, quand celui de la France tournait autour des 3%. Si l'on regarde le PIB italien après les années de la crise de la dette et avant celle du Covid, on voit aussi que l'économie n'a progressé que mollement. Et donc, si on regarde aujourd'hui, où en est l'Italie de Meloni ?
Meloni. En réalité, le point le plus notable, c'est le déficit public, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses d'une année donnée en pourcentage du PIB. L'Italie a réussi à ramener son déficit public de 8,1% du PIB en 2022 à 3,4% en 2024, ce qui est énorme, l'équivalent d'une baisse de 85 milliards d'euros. Donc on voit tout de même un assainissement des finances publiques. Le gouvernement Meloni insiste sur la stabilité budgétaire, c'est une priorité. Elle est ici engagée notamment à ramener le déficit à 2,8% du PIB d'ici 2026 pour entrer dans les clous du cadre européen. On peut aussi signaler que l'Italie est le seul pays du G7 à avoir engrangé en 2024 un excédent primaire du budget, c'est-à-dire des recettes supérieures aux dépenses avant la prise en compte des charges d'intérêt. Thibaut, tu as parlé d'un point important, la dette. Qu'en est-il aujourd'hui ? On parle donc ici du stock. Il reste considérable, 135% du PIB contre 114% pour la France. Et il peine à se résorber. Il faut dire aussi que la croissance du PIB reste assez atone, ce qui n'aide pas à dégonfler ce ratio. Côté positif, signalons la baisse du taux de chômage à 6% contre 7,8% à son arrivée au Palais Chigi, au plus bas depuis 20 ans. Et est-ce que c'est surprenant comme résultat quand on regarde les promesses de campagne de Giorgia Meloni en 2022 ? Les mesures qu'elle avait présentées allaient plutôt dans le sens d'un creusement du déficit. Modernisation des infrastructures, réduction de la facture énergétique, revalorisation de certains minima sociaux, réduction de la pression fiscale. Son programme était vu comme dispendieux. Force est de constater que la politique menée par Giorgia Meloni depuis 3 ans a eu l'effet inverse sur les comptes italiens. Mais alors, quelle est la recette Meloni ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans la suite de cet épisode. Charlotte, Giorgia Meloni a pris quelques décisions importantes, mais tout n'est pas à mettre à son crédit. On va t'expliquer tout ça. Très bien. Alors, par exemple, si on regarde la baisse du déficit public, qu'est-ce qui relève véritablement de son action ? Alors, malgré une baisse légère de taux pour les bas revenus, les recettes du pays se portent bien, notamment du fait de l'absence d'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Les tranches ne bougent pas quand les prix, eux, augmentent, ce qui signifie que chaque année, des contribuables en plus paient des impôts. Ça permet d'augmenter les recettes sans augmenter les impôts. Et ça a généré aussi 22 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État entre 2022 et 2024, ce qui est assez significatif. Ça, c'est l'aspect recettes et côté dépenses. Il faut souligner aussi une décision importante prise par Meloni que les gouvernements précédents n'avaient pas osé prendre. Elle a mis fin au superbonus. Alors le superbonus, c'est quoi ? C'est un dispositif de rénovation énergétique qui permettait aux ménages italiens d'obtenir une prise en charge à 100% des travaux de rénovation énergétique de leur logement, à laquelle s'ajoutait une prime de 10%. Donc on remboursait plus que ce que les travaux avaient coûté. Alors ça portait la croissance, évidemment, surtout le secteur du BTP, mais ça coûtait aussi très cher. Pour la seule année 2023, les montants versés ont représenté 4% du PIB. Cette mesure était économiquement absurde et sans équivalent dans le monde. On peut aussi ajouter que son gouvernement a contenu les dépenses de ses ministères en leur demandant de se serrer la ceinture. Un autre point à son actif, c'est d'avoir restauré la stabilité politique en Italie. C'est important pour l'économie. Elle a réussi à avoir une large coalition avec la Ligue, l'extrême droite, le parti de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti de Berlusconi. Et ça, c'est rassurant pour les marchés, pour les entreprises aussi qui lui font confiance. De même que sa bonne relation avec Trump qui rassure dans le milieu des affaires. Et l'Italie de Meloni et surtout Milan parvient aussi à attirer les grandes fortunes, notamment les Britanniques. Accusé même par François Bayrou, alors qu'il était encore Premier ministre, de faire du dumping fiscal. Et ça a beaucoup fait réagir en Italie et notamment Giorgia Meloni. Ces quelques mots ont provoqué ici un tollé. Dans les quelques minutes qui ont suivi la diffusion de l'interview, le premier coup est parti de Giorgia Meloni qui a parlé de déclarations stupéfiantes et totalement infondées, affirmant que si l'économie italienne était si attractive et performante, eh bien c'était grâce à la stabilité et à la crédibilité du pays. Dans les réussites récentes de l'Italie, vous avez cité également la baisse du taux de chômage. Alors ça, est-ce que c'est grâce à des réformes de Meloni ? Non, pas vraiment. C'est plutôt un héritage de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Le taux d'emploi est le résultat du Jobs Act de 2014 qui a été voté sous le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi. Cette réforme a introduit davantage de flexibilité sur le marché du travail et a simplifié les règles d'embauche et de licenciement. D'autant que l'Italie a vu ses salaires réels diminuer de 7,5% entre 2021 et 2025, contrairement aux promesses de Meloni. On peut dire aussi qu'elle a bénéficié de ce qu'a négocié avant son arrivée Mario Draghi, un autre de ses prédécesseurs, avec Bruxelles.
Qu'est-ce qu'il a négocié ? En fait, au moment du Covid, l'Italie a reçu près de 200 milliards d'euros dans le cadre d'un grand emprunt européen sur la période 2021-2026. Cela en fait le plus gros bénéficiaire de ce plan de relance de l'économie européenne au niveau des 27. À l'époque, il s'agissait d'éviter un risque de crise financière en Italie. Et ça porte notamment sur des investissements de long terme, des projets d'infrastructure, des ponts et des lignes de chemin de fer à grande vitesse, des écoles et des projets environnementaux à foison, donc des projets de long terme. Mais depuis, l'Italie n'arrive pas à les dépenser. Cette utilisation a aussi une date limite jusqu'à fin juin 2026. Et il se trouve que les 2/3 de ce montant dormaient encore dans les coffres en juillet dernier. Des résultats à nuancer donc, mais face à ces bons chiffres de l'économie, la comparaison avec la France arrive rapidement et certains suggèrent même de prendre exemple sur notre voisin transalpin. Mais vous allez l'entendre, ce n'est peut-être pas aussi simple. L'Express a donc consacré l'un de ses récents numéros à ce bilan de Giorgia Meloni, avec une question, la France doit-elle s'en inspirer ? Muriel Thibault, d'abord je vous propose qu'on fasse le même exercice qu'avec l'Italie, on va regarder quelques indicateurs économiques français. Alors en France, le déficit public l'an dernier s'élevait à 5,6% du PIB. C'est l'un des pires de l'Union européenne. La dette, c'est encore pire. En valeur absolue, la France occupe la malheureuse première place avec 3 345 milliards d'euros de dette. C'est quasi 114% du PIB au premier trimestre. Sauf qu'en Italie, on est à 135,3% du PIB en 2024. On peut regarder aussi la croissance. Mais en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition de droite à l'automne 2022, le PIB italien n'a progressé que de 1,4% entre fin 2022 et 2024. Et c'est presque 2 fois moins que la France. En plus de ça, la croissance italienne était surtout due au rebond post-Covid en Italie. En 2025, elle s'annonce encore faible et très inférieure à la moyenne de la zone euro. On a également parlé de l'emploi. Là, le taux de chômage italien est bien inférieur à celui de la France, qui s'élève à 7,5% de la population active. C'est vrai, mais on peut regarder un autre chiffre qui est celui du taux d'emploi. Il est de 62,8% de la population en âge de travailler en Italie, un niveau record. Mais en revanche, c'est le plus faible de l'Union européenne. En France, il est de 69,6%. Et en fait, c'est difficile de comparer aujourd'hui. Il faut surtout voir ce que Meloni fait sur le long terme. Et elle a plusieurs points d'attention. Lesquels, par exemple ? Les droits de douane de Donald Trump. Il va y avoir un impact forcément sur l'Italie, il faudra le prendre en compte. Les États-Unis sont le premier débouché pour les exportations italiennes hors Union européenne, dans le domaine de la pharma, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la mode. Il faut quand même nuancer ça parce qu'il y a des marges de manœuvre, parce que ce sont souvent des produits à forte valeur ajoutée, avec des marges qui sont significatives et qui peuvent permettre à ces entreprises d'amortir le choc. Et par ricochet, l'Italie a pâti des difficultés de l'industrie allemande, car ces entreprises sont des gros fournisseurs de petites pièces pour les autos, les machines, etc. L'Allemagne est aussi le premier partenaire commercial de l'Italie. La production industrielle stagne, d'autant qu'elle est aussi plombée par les coûts élevés de l'énergie, comme en France d'ailleurs. Mais le plus gros point d'inquiétude, c'est la démographie. Parce que, comme en France, le taux de natalité chute. Oui, son taux de natalité est le plus faible d'Europe. Mais ce n'est pas le seul problème. Il faut dire aussi que les jeunes diplômés, les étudiants, sont découragés par le niveau des salaires en Italie et vont voir ailleurs. En tout, en 2024, 191 000 Italiens ont émigré, soit une augmentation de 20,5% par rapport à 2023. Au total, depuis 2011, l'Italie a perdu 691 000 jeunes âgés de 18 à 34 ans. Et ça a des implications, évidemment, dans tous les secteurs d'activité qui ont besoin de main-d'œuvre, comme le tourisme, l'industrie, la santé. Cette contraction continue de la population en âge de travailler pèse lourdement sur le système des retraites. Ce n'est pas pour rien que Meloni a dû mettre en place une réforme qui est à l'inverse de ses promesses de campagne, encourager l'immigration pour certains métiers en tension. Et l'enchaînement est parfait. L'immigration, ça sera le sujet de l'épisode de demain. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications sur le volet économique. Merci. À bientôt. Chers auditeurs, pour lire toutes les analyses de Muriel Breyman et Thibault Marotte, rendez-vous sur notre site l'express.fr. C'est également là que vous pouvez prendre vos places pour le prochain colloque de l'Express consacré aux personnalités qui pensent le monde de demain. Ce sera le 13 octobre au Théâtre Marigny à Paris. Quant à La Loupe, pour ne rater aucun épisode, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Le vrai bilan de Meloni est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain.